Vous avez sûrement souvent entendu parler des récits et d'autres légendes de canons automoteurs soviétiques armés de 152 mm affrontant les chars allemands les plus impressionnants. Mais quid des véhicules qui, contrairement à ces pièces d'artillerie, ont été conçus dans un rôle de canon automoteur anti-char? Si, dès 1940, les soviétiques avaient affirmé leur souhait d'un chasseur de chars sur châssis de T-34, il ne faudra attendre dans les faits que juillet 1943 pour voir ce rêve se réaliser, avec le Su-85. Dès l'introduction en service de ce dernier, la question se posait déjà quant à son remplaçant. Une fois le Su-85 ayant remplacé le Su-122 sur les chaînes de production de l'usine UZTM, les représentants de l'Université technique de Moscou ainsi que de l'usine en question, se rassemblèrent en novembre 1943 pour discuter du futur de l'armement anti-char soviétique. Il en résulta que, de façon rationnelle, le choix devrait se porter sur les canons de 100 mm, pour affronter non pas seulement les chars allemands actuels, mais aussi ceux qui étaient en développement. Des alternatives armées de canons D-25 ou D-15 avaient été proposées peu de temps avant, mais ces versions avaient été balayées par le calibre de 100 mm, qui semblait alors le plus adéquat à un châssis de char moyen. La première idée fut alors de tout simplement convertir le canon naval B-34 de 100 mm en un canon adapté à une telle plateforme, mais finalement, de cette idée pourtant intéressante naîtront certaines incertitudes. Le canon B-34, développé à partir du canon B-24, lui-même inspiré d'un canon italien, a une histoire compliquée, ayant été retravaillé de nombreuses fois avant d'avoir pu être accepté en service. Le problème principal résidait dans l'absence d'obus perforants pour ce canon, et pour cette raison, le canon sera mis de côté de 1941 à 1943, date à laquelle Staline signa un décret sur la production de canons expérimentaux de 100 mm. Si ce décret débouchera d'une part sur la conception du très célèbre BS-3, il permettra d'une autre part la production d'un obus perforant pour ce canon. L'équipe du bureau de conception d'Uralmash, dirigée par Gorlitsky, avait aussi sa propre idée. Ils allaient armer le Su-85 avec le canon D-10S, alors en développement à l'usine numéro 9 de Sverdlovsk, c'est-à-dire littéralement la porte d'à côté. Malheureusement pour Gorlitsky, les moscovites et surtout Grabin du Tsakabe, qui avaient alors la main mise sur tous les développements d'artillerie de l'Union soviétique, souhaitaient imposer leur idée de conversion de canon naval, le S-34-100. L'ordre fut donné à l'usine d'Uralmash de construire un prototype de canon automoteur armé du canon S-34-100 avant le 20 février 1944, les essais d'état devant être terminés avant le 25. Lorsque Gorlitsky et son équipe recevirent les plans du S-34, leurs craintes se confirmèrent. Il aurait été quasiment impossible d'installer un tel canon dans une casemate sur châssis de T-34. La culasse était tellement large qu'il aurait pu toucher un ressort de suspension interne. L'installation d'une trappe pour le pilote ou même des suspensions Christie en elles-mêmes se trouvèrent aussi être impossibles. Grossièrement, le Su-100 armé du S-34-100 aurait nécessité une refonte totale du T-34, se répercutant fortement sur les lignes de production déjà en place. Le Tsakabe, dans sa grande bonté, réitéra l'ordre de construire son canon automoteur, qu'il soit physiquement impossible à utiliser ou non. Les ingénieurs d'UZTM jouèrent alors des manquements de l'autorité soviétique. Ces derniers n'ayant spécifié aucune condition tactique et technique pour ce canon automoteur, il en était à UZTM de choisir spécifiquement les conditions de production du véhicule, qui deviendront ainsi les prérequis officiels du Su-100. L'usine devant tout de même répondre de ses choix devant le NKTP, ils rapportèrent dans un long rapport que la préférence du Tsakabe pour le canon S-34 n'était pas appropriée, et que le D-10S était un choix bien plus judicieux. Pendant que le NKTP critiquait fortement les choix de Grabin, l'équipe d'Uralmash reçut l'ordre de produire 2 prototypes de leur canon automoteur équipé du 10S, pour février 1944, ce dernier ayant reçu la priorité sur le S-34. Les premiers essais d'usine consistaient en une marche de 150 km et en un essai de tir avec 30 obus. Aucun problème ne fut constaté. Le prototype sera alors envoyé le 3 mars au polygone d'artillerie de Gorokovets pour passer les essais d'état. Un mois plus tard, les essais se révélèrent concluants. Le Su-100 avait tiré un milieu d'obus à une cadence de 4 à 8 coups par minute et a parcouru plus de 800 km sans défaut majeur. Des problèmes avaient tout de même été constatés. La ventilation du compartiment de combat était mauvaise et l'ergonomie générale était à revoir. Malgré cela, l'ordre d'entamer la production en série du canon automoteur Su-100 fut donné. Néanmoins, les manœuvres entre le Tsakabe de Grabin et Uralmash continuèrent. Si ces derniers avaient au final respecté les prérequis imposés, Grabin insista sur la nécessité de les respecter au pied de la lettre. Le menant insistait sur la production d'un prototype équipé du S-34. Uralmash se retrouva coincé. Grabin et l'usine numéro 92 avaient toute autorité sur le développement des systèmes d'artillerie, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter. Après avoir reçu les directives, Uralmash commença à échanger des lettres avec le Tsakabe pendant plus de 2 mois.
Le 20 avril 1944, le canon S-34 fut reçu par l'usine, et 2 jours plus tard, le NKTP reçut un télégramme de leur part les informant de l'impossibilité d'installer le canon dans ce châssis sans avoir à le modifier profondément. Si la partie semblait être gagnée pour UZTM, elle reçut le 30 avril l'ordre du Commissariat du Peuple à l'Industrie des Blindés, du Commissariat du Peuple à l'Armement, du Directorat Principal de l'Artillerie et du Commandement des Forces Blindées Motorisées de produire ce Su-100 armé du S-34 avant le 8 mai. Uralmash, impuissante contre autant d'entités, n'eut d'autre choix que de faire retravailler le canon S-34 à l'usine 9, en accordance avec les souhaits de l'usine. Ironiquement, une fois les défauts du canon corrigés, les soviétiques se retrouvèrent avec un canon quasiment identique au D-10S. Durant la construction de cet exemplaire qui reçut le nom de Su-100-2, et qui était tout simplement le premier Su-100 modifié et réarmé, Uralmash avait entamé la production d'un deuxième prototype armé du D-10S. Ce dernier, plus simple à produire, sera présenté officiellement à une commission d'État fin juin. À cette même époque se tiendront aussi les essais du Su-100-2. Du système de recul à l'espace disponible dans le véhicule, en passant par la culasse tellement large que tirer sur une cible en mouvement est impossible, tous les éléments du Su-100-2 ont été critiqués. Mettant un point final à cette histoire loufoque, le Su-100-2 ne fut pas recommandé pour la production. Le second prototype de Su-100 répondait quant à lui à tous les prérequis de ce genre de véhicule. Le canon assurait la destruction des chars Tiger et Panther à une distance de 1500 mètres et des Ferdinand de côté à plus de 2000 mètres. Le blindage porté à 75 mm depuis le premier prototype assurait aussi une protection adéquate face au très répandu PaK 40. D'autres changements plus mineurs mais au final assez importants ont aussi été apportés entre le premier et le deuxième prototype. Le masque de canon a été modifié pour accueillir un viseur télescopique plus récent, le tourello du chef de char a été rendu plus pratique et surtout, le véhicule était maintenant équipé d'un système de ventilation plus efficace. Les ventilateurs ont fait l'objet d'une attention toute particulière, ces derniers étant à la base repris des modèles introduits sur le T-34-85 de l'usine 183 à partir de mars 1944, des moteurs électriques avaient été soudés au-dessus donnant cette forme de cloche, dont le but était de réduire la proximité entre les ventilateurs et la culasse dans une certaine position, qui était dangereusement élevée. Sur décret des autorités soviétiques, le Su-100 fut officiellement accepté en service le 3 juillet 1944. Cependant, la production ne put démarrer aussi rapidement que prévu, le nombre de châssis étant plus grand que de canons D-10 disponibles. L'équipe de Gorlitsky proposa alors une solution intérimaire, consistant à équiper des châssis de Su-100 du canon de 85 mm D5S. Ainsi naquit le Su-85M, qui sera produit à partir d'août, côte à côte avec les Su-100. La production de canons atteignant enfin les quotas nécessaires, le Su-85M fut entièrement retiré des lignes 12ZTM en novembre. Ainsi, les Su-100 produits durant l'automne 1944 ne seront utilisés que dans des écoles, faute de production de munitions. Effectivement, l'arrivée sur le front des obus de 100 mm BR-412 entre octobre et novembre permit la formation des premiers régiments de Su-100. Le Su-100 changea de très nombreuses fois durant sa courte production. Par exemple, la présence ou non d'un rail sur le côté du tourello de chef de char permet d'identifier un Su-100 produit avant janvier 1945 s'il n'y en a pas. Le moulage des 4 marques sur le masque de canon permet elles aussi de déterminer durant quelle période a été produit un Su-100. À partir de février, le travail se tourna sur la perfection du blindage et sur l'élimination des fissures. Un nouveau moule permit ainsi la création d'un nouveau masque de canon. En mars, la production de masse du modèle de février débuta, et avec cela, le renforcement de la trappe du pilote, étant désormais aussi blindé que le glacis du véhicule, c'est-à-dire 75 mm. De plus, à partir du milieu du mois, les Su-100 seront équipés de versions améliorées du viseur TSH-19 qui avait remplacé le TSH-15 au début de la production mais dont plusieurs problèmes avaient été identifiés. Pour avril, les seuls changements seront apportés au niveau de la station radio et des câbles de remorquage qui seront rallongés. C'est à partir de mai 1945 qu'ont lieu les changements les plus importants. La guerre était pour l'instant terminée pour les soviétiques, qui eurent tout le temps de se consacrer à l'élimination des défauts sans incidence au combat, problème qui avait été mis de côté durant la guerre. Les deux parties du glacis frontal devaient maintenant être soudées côte à côte, les soudures à l'arrière de la casemate ont été repensées, et le blindage du glacis inférieur a été renforcé à 60 mm au lieu de 45. Ce blindage a pu être renforcé après avoir résolu les problèmes de surcharge à l'avant du véhicule, qui pouvaient mener à la détérioration et à la destruction des galets de roulement, notamment ceux de droite. La solution fut donc de renforcer les galets en épaississant certaines parties en acier. Le mois de mai marque aussi une amélioration de l'armement. Le canon D-10S, qui avait fait ses preuves durant le conflit dernier, allait recevoir un système de stabilisation verticale sous la forme du D-10SK, dont l'installation sur tous les futurs Su-100 allait débuter en juin.
Arrive alors la fin de l'année 1945. La guerre est terminée sur les deux fronts et l'industrie civile est en plein essor. Les usines reçoivent moins de commandes, les travailleurs sont donc moins payés et finissent généralement par quitter l'usine. UZTM, qui était occupé à produire des pièces pour les chars IAC et ISU, ne pouvait pas se concentrer sur la production et l'amélioration du SU-100. La situation est critique, les employés sont immobilisés et la quantité de véhicules produits est très en deçà des quotas et la qualité de ce produit est effectivement médiocre. Dans de telles circonstances, Uralmash prit la décision en mars 1946 de stopper la production de SU-100, qui sera néanmoins transférée à l'usine 174 d'Omsk à partir de 1947 jusqu'à début 1948. Cette décision ne paraît pas logique de nos jours. Pourquoi produire le SU-100 alors que le T-54 est à côté en train d'entrer en service ? Le T-54 était censé entrer en production en 1947 à hauteur de 400 unités la même année, produit par 3 usines différentes, dont l'usine 174 faisait partie. Finalement, seulement 22 T-54 ont été construits et par l'usine numéro 183 de Nijni Tagil. Néanmoins, tout cela est compréhensible. L'usine d'Omsk n'avait reçu les plans détaillés qu'à la fin du mois de novembre 1947. Il faut aussi se souvenir de l'humain. La quasi-totalité des employés de l'usine d'Omsk avaient été évacués au début de la guerre dans des conditions de vie terribles. Ils souhaitaient maintenant rentrer chez eux. Dans une situation de crise économique et de départ massif, qu'on pourrait presque qualifier d'exode, la solution la plus simple était de produire des SU-100, moins complexes que le nouveau T-54. Si le SU-100 connaîtra dans les années 40 des améliorations quasi mensuelles, on parlera pour la suite de son histoire en fonction des décennies. Dans les années 50, les modernisations furent somme toute assez mineures. Lors des réparations et des reconstructions des véhicules, il était possible que certains soient équipés de galets de roulement du T-44A. Les moteurs vieillissants ont aussi été remplacés, passant des V234 au V234M ou V234M11. Les changements les plus importants incluent bien évidemment la modernisation des lampes et des avertisseurs sonores. Le programme des années 60 incluait le remplacement de certains outils par 4 pelles et une pioche. Hormis cela, les galets de roulement du T-44M apparurent sur les SU-100 reconstruits, et j'insiste sur T-44M, car ça et ça ne sont pas les mêmes choses. Ce furent les dernières modernisations externes du SU-100, puisqu'après, elles ne concernaient que de l'équipement comme la radio ou l'intercom. Comme nous l'avons vu plus tôt, les SU-100 n'ont pas été directement envoyés au combat, et les premières brigades, au nombre de 3, ne furent formées qu'en décembre 1944, avec un total de 195 véhicules. Ces brigades étaient scindées en plusieurs régiments de 20 SU-100 eux-mêmes composés de 4 batteries de 5 véhicules. De nombreux régiments ont aussi été formés durant cette période. Ce n'est que très peu de temps après, début janvier, qu'un régiment équipé de SU-100 connut ses premiers combats. Les soviétiques ayant encerclé la ville de Budapest en Hongrie, les Allemands tentèrent désespérément de lancer des offensives, les opérations Konrad, dans le but de briser le siège, et c'est ainsi que, par mégarde, quelques SU-100 se retrouvèrent face à 30 chars allemands et à un bataillon d'infanterie. Les résultats furent loin d'être probants. Si les canons automoteurs purent détruire 4 panthères et en endommager 4 autres, ils perdirent quant à eux 9 de leurs véhicules, notamment à cause de l'infanterie. En effet, sans soutien de l'infanterie, le SU-100 n'avait aucun moyen de se défendre, et les équipages durent aller se battre au corps à corps. Quelques semaines plus tard, le régiment se retrouva cette fois face à la dernière offensive allemande, ces derniers étant cette fois équipés de Tiger et de Tiger II de plusieurs Panzer Division SS. Les soviétiques perdront au total 17 SU-100 durant cette bataille. Les retours d'expérience furent néanmoins positifs. L'ergonomie et la mobilité du véhicule avaient été jugées similaires au SU-85 et sa fiabilité était particulièrement appréciée. Le principal défaut fut attribué au manque de défense contre l'infanterie, dont la solution fut tout simplement d'attribuer à chaque membre d'équipage des pistolets mitrailleurs ou des fusils mitrailleurs. Les mois suivants furent encore assez lourds pour les SU-100, ces derniers ayant été beaucoup sollicités dans le rôle de soutien d'infanterie, ce pourquoi ils n'avaient pas été conçus. Tout n'était pas non plus sombre. Le SU-100, que les Allemands en Hongrie avaient affectueusement surnommé le Joseph Staline, restait l'un des meilleurs véhicules anti-chars présents dans les rangs de l'armée rouge, et il le démontra bien. Le 12 mars, dans le cadre de la dernière offensive allemande dont je ne prononcerai pas le nom, le 912e régiment d'artillerie automatrice détruisit 9 chars allemands pour une perte de 2 SU-100. Entre le 20 et le 30 mars, ce même régiment put mettre hors combat 13 chars dont des panthères au prix de 6 SU-100. Au final, après plus d'un mois de combat, le 912e régiment apportait la destruction de 39 chars, 55 canons et 30 véhicules de transport de troupes, pour une perte de seulement 15 canons automoteurs. Une fois la Wehrmacht anéantie en Hongrie,
les troupes soviétiques du 3e front ukrainien équipées du S-800 prirent la route du sud de la Tchécoslovaquie, puis de l'Autriche, où les véhicules sont très utilisés durant l'offensive de Vienne, qui débouchera sur une perte de matériel conséquente pour les Allemands. Plus au nord, certains régiments de S-800 participèrent à l'offensive en Prusse orientale. La dernière opération de masse des S-800 de la 1re et de la 2e armée blindée de la garde, respectivement dans le 1er front ukrainien et dans le ne sera ni plus ni moins que l'offensive sur Berlin. Durant les durs combats en ville, les pertes de canons automoteurs furent somme toute assez limitées grâce aux tactiques employées. L'infanterie, longeant les bâtiments, devait se concentrer sur les fenêtres. Les chars suivant l'infanterie devaient lui fournir un appui-feu et détruire les barricades. Enfin, les canons automoteurs derrière devaient s'occuper de détruire les bâtiments et autres points fortifiés. Une fois Berlin prise, l'attention de Moscou se porta à l'est, là où les S-800 allaient une dernière fois entrer en jeu. Ces mêmes véhicules furent acheminés sur le front de Transbaïkalie, à la frontière du Mandchoukour. Le 9 août 1945, les troupes soviétiques franchissent la frontière et, malgré la résistance des Japonais, la percée de l'armée rouge sera rapide. Dans ce contexte, le S-800, n'ayant plus ou moins pas de chars à détruire, fut relégué au rôle de bombardement de fortification. Ainsi s'acheva la carrière de ce canon automoteur durant la Grande Guerre patriotique. Malgré son arrivée tardive dans la guerre, le S-800 put quand même démontrer tout son potentiel durant les quelques batailles, où il joua un rôle prépondérant. A l'instar de son homologue allemand le Jagd Panther, le S-800 se révéla être un adversaire féroce, qui mériterait peut-être plus d'attention de notre part.